Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le docteur Huberson Benjamin, je suis chirurgien dentiste à l'Université de Rouen en tant que chef de clinique et à l'hôpital du Havre, et j'ai une pratique libérale aussi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter oui, l'importance de la santé bucco-dentaire dans les maladies neurodégénératives et l'importance d'une approche intégrée du chirurgien dentiste dans le parcours de soins. Euh, voilà, c'est la première diapo. Je vais vous faire un petit rappel. Je crois que je m'adresse à des professionnels de santé et paramédicales, mais un petit rappel rapide pour vous dire que les maladies neurodégénératives regroupent plusieurs ensembles distincts. Les maladies cognitives comme Alzheimer ou la démence à corps de Lévy, les syndromes parkinsoniens, les maladies du motoneurone et d'autres pathologies comme Huntington ou Creutzfeldt-Jakob. Ces groupes ont des conséquences très différentes sur la santé orale. On retrouve des troubles de la mémoire, des tremblements, une dysphagie, hypercalorée, agitation, opposition aux soins. Ce qui les relie, c'est surtout une diminution progressive de la capacité à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Concrètement, les patients atteints de maladies neurodégénératives présentent plus fréquemment une xérostomie, qui est surtout liée au traitement, des douleurs orales, des parodontites, donc c'est une perte d'os et du maintien des dents, qui est augmentée avec une prévalence de 60 à 70% chez les patients atteints de ces maladies, et une hygiène insuffisante, ainsi que des douleurs liées aux prothèses. Ces complications ont des impacts systématiques. Il peut y avoir une inflammation chronique, une perte de poids ou des troubles de la communication. La bouche devient donc un facteur de fragilité et parfois peut devenir un facteur de perte d'autonomie supplémentaire. La relation entre santé orale et maladies neurodégénératives est bidirectionnelle. Pardon. On sait que certaines bactéries parodontopathogènes comme Porphyromonas gingivalis ont un lien dans l'inflammation systémique à travers les interleukines et les TNF-alpha, soit par pyophagie, soit par bactériémie. Cette charge inflammatoire, elle peut contribuer à la neuroinflammation des maladies neurodégénératives. Inversement, le déclin cognitif réduit les capacités de maintien à la bonne hygiène bucco-dentaire. Ce n'est pas donc un bon moment. Pourquoi intégrer le chirurgien dentiste dans le parcours de soins? Ce n'est pas pour multiplier les soins, mais c'est surtout pour repérer les douleurs au bon moment, simplifier l'hygiène, adapter les prothèses s'il y a besoin, et accompagner les équipes soignantes. Le travail collaboratif avec les équipes médicales et paramédicales permet de réduire l'inconfort oral du patient, limiter l'agitation et prévenir les complications. La santé orale devient donc un item systématique dans l'évaluation clinique de nos patients. Pour aider au quotidien les équipes médicales et paramédicales, je propose une échelle très simple d'utilisation en moins de 30 secondes, utilisable par tout le monde. Elle comporte 5 items. Donc, on a la douleur, la sécheresse buccale, les saignements gingivaux ou inflammation de la gencive, les dépôts visibles, qui donc est lié à la mauvaise hygiène, et les prothèses instables ou mal adaptées s'il y en a. L'interprétation est la suivante, avec chaque item noté de 0 à 1. On a en premier lieu un score final de 0 à 3 qui nécessite une simple surveillance sans forcément l'intervention du chirurgien dentiste. De 4 à 6, on peut faire un signalement au chirurgien dentiste par l'intermédiaire d'une messagerie ou d'un appel tout simplement au cabinet ou à l'hôpital dans le service dédié. Et à partir de 7, il faut une évaluation rapide, donc une consultation d'urgence. Parce qu'à ce niveau-là, on considère que l'inconfort est important. Cet outil aide les soignants à repérer des situations urgentes, notamment chez les patients non communicants ou présentant les troubles du comportement. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui ouvre sur des perspectives qui sont très intéressantes. Elle permet l'analyse automatisée d'images intraorales, ça veut dire que dans les établissements de soins, à partir de photos,
l'intelligence pourrait vous aider à dire s'il est nécessaire ou pas de faire intervenir le chirurgien dentiste en amont. Et elle permet de détecter les dépôts de plaques ou de l'inflammation de gencives et de travailler sur le microbiote oral. On a des modèles comme les réseaux neuronaux convolutionnels qui permettent d'analyser les clichés dentaires, auquel cas si vous en avez. Et des modèles comme XGBoost ou Random Forest ont même été testés pour prédire le risque d'apparition de maladies neurodégénératives à partir du microbiote du patient. C'est un outil complémentaire qui est encore à l'état expérimental, mais permet un dépistage précoce de ces maladies. En résumé, la santé orale est un élément clé du confort, de la nutrition et de la dignité de nos patients atteints de maladies neurodégénératives. Intégrer le chirurgien dentiste dans le parcours de soins, c'est améliorer leur qualité de vie. Et c'est un domaine où nous avons encore à développer ensemble. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Elena Escortel, je suis infirmière coordinatrice à l'EHPAD et aujourd'hui, voilà, je vous présente notre recherche qui est intitulée Transition domicile à l'EHPAD, le rôle persistant des aidants naturels. Nous, on en a parlé aujourd'hui que nous vivons tous dans le contexte de vieillissement et le hausse de troubles neurodégénératifs. Et aujourd'hui, en France, c'est près de 9 millions d'aidants qui soutiennent leurs proches au quotidien. Ils font ça, ce soutien, souvent à domicile. Mais ça arrive un jour quand son proche qui rentre en institution. Qu'est-ce qui se passe avec l'aidant? Comment ça se passe son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle devient cet aidant? Et ça, c'est le moment, souvent, c'est réorganisation familiale, c'est ambivalence, c'est la culpabilité. Et c'est très difficile. Cette transition, elle est parfois et presque souvent, c'est un moment critique. Donc, notre recherche, elle était avec la question, comment les aidants naturels perçoivent-ils leur rôle et évolution de leur rôle lors du passage de leurs proches atteints de maladies neurodégénératives de domicile vers EHPAD. C'est pour objectif de comprendre les émotions qu'ils vivent les aidants au moment de cette transition pour identifier est-ce que son rôle s'arrête ou est-ce que son rôle transforme ou ça change pas et identifier aussi leur place à l'EHPAD et repérer les dispositifs qui sont existants, connus ou même méconnus. Voilà, ça, on a fait dans le cadre de trois théories conceptuelles qu'on a développées. C'est la théorie de transition de Méliès, les liminalités de Turner et la théorie du rôle. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé la méthodologie de deux méthodes. C'est la méthodologie qualitative mixte, donc la revue de la littérature d'abord. Nous avons analysé les 19 articles scientifiques publiés entre 2000 et 2024 et le 15 était retenu pour la recherche par méthode Sanra. Et après, ensuite, j'ai réalisé les 17 entretiens semi-directifs auprès des aidants. Ils ont eu lieu entre 3 et 24 mois en post-placement. Et le 10, il était retenu pour analyse finale. Et un codage, il était manuel pour choisir, pour trouver les thèmes clés. Donc, maintenant, je vais parler des résultats. Notre recherche, elle a donné les résultats. Les résultats, on peut regrouper en 3 enseignements majeurs. Donc, la première, c'est la continuité du rôle. Nous constatons que le rôle d'aidant ne s'arrête pas. Le rôle d'aidant, il se transforme. Et de soignant principal souvent à domicile, il passe en veilleur affectif, en médiateur, en soutien. Leur impact émotionnel, ça c'est le deuxième groupe. L'impact émotionnel, il est très fort. Et ça, nous parlons d'ambivalence. Donc, ambivalence parce que c'est lié à la tristesse, il y a culpabilité, il y a le perte de repères, il y a même perte d'identité des dents. Et en même temps, nous remarquons tout ce qui est très, très peu décrit dans la littérature, dans les autres recherches, c'est le soulagement progressif en post-dédance. Donc, voilà, c'est d'où ça vient cette ambivalence. Et aussi, le troisième groupe, c'est reconnaissance institutionnelle limitée.
Donc, à l'EHPAD, les aidants, ils décrivent leur rôle flou. Ils veulent être impliqués dans la vie de l'EHPAD, mais ils ne savent pas comment. Et cette manque de reconnaissance, elle est très, très, très importante. Et voilà, il faut agir avec ça. Donc, pour parler avec la littérature, nos résultats, ils convergent beaucoup avec la littérature, surtout sur le rôle de l'aidant, qui ne s'arrête pas. Aussi sur la tristesse et culpabilité qui est omniprésente. Mais on remarque un écart entre la littérature et de notre résultat. Il y a très peu comme je vous ai dit, le soulagement en post-placement décrit dans la littérature. Et aussi dans la littérature, ça existe les dispositifs d'aide pour les aidants en post-placement, mais surtout, c'est dans les autres pays, ce n'est pas les pays francophones, mais en France, c'est les aidants, ils ne connaissent pas ces dispositifs. Il y a le dispositif général pour les aidants, mais pour un aidant en post-placement, il n'y a pas. Voilà, donc, quelle perspective? Nous proposons de quelques pistes d'amélioration à faire. Et ça, c'est par exemple, reconnaissance officielle de l'aidant à l'EHPAD. Il faut le reconnaître via référent d'aidant à l'EHPAD. Aussi, il faut former les équipes aux émotions des aidants, qu'ils doivent être formés, l'équipe soignante, pour meilleure prise en charge. Il faut faire les communications, surtout les communications en très peu de temps après le placement pour aidant, pour le orienter, pour définir tout ce qu'il ressentit, ses émotions et comment on peut l'aider. Et aussi créer le groupe de parole, l'espace de parole qui doivent être courts mais réguliers. Ça, c'est toutes les pistes. Ils sont très réalistes et on peut les appliquer sur l'ensemble des EHPAD. Et en plus, il n'y a pas de coût financier pour faire tout ça. Et pour conclusion, juste, je veux dire un seul mot, je pense que je suis dans le temps, c'est que repenser à l'aidance, il faut au-delà de domicile. Il faut arrêter juste faire le focus sur aidance à domicile. Il est un peu plus loin. Et nous proposons aussi de continuer à faire les recherches et on a nécessité de faire les recherches peut-être longitudinales sur la vie de l'aidant et aussi c'est fini? Ah, un petit mot. Et voilà. Et aussi de faire peut-être les recherches sur aidant et le rôle de l'aidant en post-décès de son proche. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, du coup, je suis Elisabeth Kuhn, je suis chercheuse postdoctorante à Cicéron dans l'unité neuroprésage. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler essentiellement de déclin cognitif perçu par les participants eux-mêmes et par leur entourage. Pardon. Donc, juste pour un peu de contexte, donc dans le continuum de la maladie d'Alzheimer, on a différents stades d'atteinte clinique. On va avoir la phase de démence où en fait on a des troubles neurocognitifs majeurs et une perte d'autonomie, qui est précédée par une phase avec des troubles neurocognitifs mineurs. Et encore avant, on estime qu'il y a une phase où les personnes en fait perçoivent un déclin cognitif sans que ce soit objectivé au niveau de leur test neuropsychologique. Et donc, en fait, ce stade, qui est appelé le Subjective Cognitive Decline ou SCD, il est, donc c'est une plainte qui est très présente chez les personnes de plus de 65 ans, puisqu'on estime qu'environ un tiers de cette population est concernée, mais elle ne va pas forcément développer une démence. C'est évidemment associé à deux fois plus de risques de déclin cognitif et de conversion, et aussi aux biomarqueurs de la maladie. Mais il faut ajouter d'autres critères pour un peu affiner le risque et avoir des personnes dites SCD à haut risque. Donc, l'initiative SCD, elle a déterminé des caractéristiques SCD+, qui sont listées ici, qui sont censées augmenter le risque d'être réellement sur ce continuum clinique. Parmi ces caractéristiques, on a par exemple la confirmation par un proche du patient ou du participant de ce déclin cognitif, mais aussi plus récemment l'évocation d'une persistance de cette plainte dans le temps et de la recherche d'aide médicale.
Moi, dans cette étude, je me suis intéressée vraiment aux trajectoires de déclin cognitif perçus pour essayer de mieux comprendre s'il y avait des trajectoires qui étaient vraiment spécifiques du continuum de la maladie d'Alzheimer ou si, au contraire, finalement, c'était assez non spécifique et trouvable chez tous ceux qui allaient décliner à un moment dans leur vie. Et donc, c'est un travail qui a été soumis dans JAMA Network Open et qui n'est pas encore publié. Et donc, en fait, ce travail il porte sur 770 sujets cognitivement sains qui combinent les données de deux cohortes, donc la DELCODE et l'ADNI, une cohorte des États-Unis et une cohorte allemande. Ces 770 personnes sont divisées en 4 groupes. Donc, ceux qui sont ici sont les personnes qui ont décliné cognitivement, donc dit MCI, IMCI, et avec la présence ou absence de pathologie amyloïde à l'inclusion. Les personnes étaient suivies sur 8,5 ans et en moyenne 5 ans au total. Et donc, on a fait 3 modèles différents. On a un modèle tout à gauche là qui regarde juste la progression clinique. Au milieu, c'est juste l'influence de la pathologie amyloïde. Et tout à droite, c'est la combinaison de ces deux facteurs. Et donc, ce qu'on montre en fait, c'est que la perception d'un déclin par les participants eux-mêmes et par leurs proches va augmenter uniquement chez les personnes qui convertissent dans le temps. Elle est également augmentée chez les personnes qui ont une pathologie amyloïde, mais que quand on combine ces informations, ça a l'air spécifique dans la ligne violette de ceux qui convertissent et qui ont la pathologie amyloïde uniquement lorsque l'on regarde la perception des proches. Pardon. Et c'est d'autant plus visible cette distinction entre perception des sujets et perception des proches lorsque l'on regarde la divergence entre ces deux scores. Donc toujours en violet ici, on voit qu'en fait, il y a une différence de plus en plus marquée entre la perception des participants et la perception de leurs proches, qui est vraiment spécifique de ceux qui convertissent et qui ont la pathologie amyloïde. Et c'est un peu révélateur d'une perte de conscience des troubles déjà qui commencerait un petit peu avant du coup le réel déclin cognitif perçu. Là, nous, on regardait ça sur 8,5 ans, mais au niveau clinique, c'est un peu dur, on peut pas de voir l'intérêt. Donc, on a aussi regardé cette évolution en prenant la perception et l'évolution sur 1 an. Et donc, ce qu'on a regardé, ici, c'est des courbes de probabilité de survie. Donc, à gauche, c'est la perception des sujets. À droite, c'est la perception des proches. Et donc, on montre qu'effectivement, on a également une augmentation du risque qui est multipliée par 3 lorsque l'on regarde l'augmentation sur 1 an de la perception du proche. Donc, ça va être la ligne orange. Et ce risque est 4 fois plus important lorsque l'on restreint la population à ceux qui sont amyloïdes positifs. Et ce n'était pas significatif chez ceux qui n'ont pas la pathologie amyloïde. Ça montre que finalement, l'augmentation de la perception d'un déclin par l'entourage pourrait être un signal précoce et plus ou moins spécifique d'une maladie d'Alzheimer débutante qui découlerait ensuite sur des symptômes cognitifs objectivables. Donc, ce travail, il a été mené essentiellement lorsque j'étais en Allemagne au niveau au DZNE. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis mes collègues allemands et je suis en train de le finir actuellement ici. Donc, je remercie tous mes collègues aussi de Normandie. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marie et je fais une thèse sur l'impact de la consommation chronique de médicaments psychoactifs sur la cognition. Alors, pour situer le contexte, on est parti du principe que la personne âgée, elle est surexposée aux médicaments. Alors, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques avec l'âge. Et cette surexposition, elle est particulièrement vraie pour les médicaments psychoactifs. On a vu notamment ce matin qu'il y avait une altération de la barrière hémato-encéphalique avec l'âge qui devient plus perméable. Les médicaments psychoactifs, ils représentent environ 1/3 des prescriptions de médicaments chez la personne âgée et sont responsables d'environ 30% des effets indésirables cognitifs. En plus de ça, on a environ 2/3 des personnes âgées qui consomment des médicaments de façon chronique. Et ce mode de consommation, il peut entraîner un déclin des fonctions cognitives ou être responsable de maladies neurodégénératives. Parmi les médicaments psychoactifs, pour mon étude, on s'est intéressé à
2 classes thérapeutiques. Donc, on s'est intéressé au tramadol et aux antidépresseurs ISRS. Alors, pourquoi? D'abord parce que ce sont des médicaments qui sont largement prescrits chez la personne âgée, de plus en plus de façon chronique, et parce qu'il y a de plus en plus de signalements d'effets indésirables cognitifs. Parmi les ISRS, on a décidé d'étudier la paroxétine et la sertraline, puisque malgré un mécanisme d'action commun, la paroxétine a une charge anticholinergique plus élevée que la sertraline. Donc, pour mon étude, 2 objectifs à retenir. Le premier, étudier les effets comportementaux de ces médicaments psychoactifs après une exposition chronique. Et le deuxième, si on a des effets comportementaux, est-ce qu'on peut les mettre en lien avec une exposition plasmatique dans le sang, du coup? Sauf que le problème, c'est que faire des études chez la personne âgée, c'est un peu compliqué. Elles sont très souvent polymédiquées. Donc, c'est difficile de faire le lien entre un effet et un médicament. Moi, je vais donc faire chez le rat parce que ça me permet d'isoler un médicament pour étudier ses effets. Concernant l'exposition chronique, donc j'ai réalisé des administrations quotidiennes chez le rat pendant 6 semaines. Ça représente une bonne partie de sa vie chez le rat. Et à l'issue de ces 6 semaines, j'ai fait des tests comportementaux, sachant que je les ai faits le lendemain de la dernière administration pour être à distance du pic de concentration des médicaments. Je vous l'ai dit, on est parti de l'hypothèse que la personne âgée elle était surexposée aux médicaments. Donc, chez le rat, j'ai utilisé des concentrations qui étaient équivalentes qui étaient supérieures du coup aux doses maximales recommandées chez l'homme. Donc, plutôt une surexposition également chez le rat. Alors, la première fonction cognitive que j'ai étudiée, c'est la flexibilité cognitive chez le rat. Donc, je ne vais pas vous détailler, mais j'ai appris une consigne à mes animaux. J'ai vérifié qu'ils l'avaient bien retenue en l'évaluant, donc c'était bien mémorisé. Et quelques jours plus tard, j'ai changé cette consigne. Donc, j'évalue la capacité des animaux à s'adapter à une nouvelle règle, donc à changer de stratégie. Ce que j'ai pu montrer, c'était que donc, déjà avec le tramadol, on n'a pas d'altération de cet apprentissage et de cette flexibilité cognitive, que ce soit pour les animaux témoins et tramadol. Par contre, pour les ISRS, après 6 semaines d'administration de paroxétine, on a une altération de la flexibilité cognitive. Ce qui est intéressant, c'est que la littérature a montré que la flexibilité cognitive, elle avait un mécanisme anticholinergique. Et donc, nous, on était parti du principe que la paroxétine avait une charge anticholinergique plus élevée que la sertraline. Le deuxième test comportemental que j'ai réalisé, c'est pour évaluer une mémoire de type épisodique, qui est une des premières à décliner avec l'âge. Et donc, là où vous avez des animaux qui ont bien retenu, qui ont une bonne mémoire épisodique, c'est quand la valeur est significativement supérieure au seuil de 0. Donc, comme vous pouvez le voir, les ISRS, on n'a pas d'altération. Par contre, après 6 semaines d'administration de tramadol, j'ai une altération de la mémoire de type épisodique. Et ça, dans la littérature, il y a des hypothèses mécanistiques, comme avec le stress oxydant, une neuroinflammation ou encore des lésions neuronales. Donc, on a vu qu'il y avait certains troubles cognitifs après exposition chronique. On a voulu les mettre en relation avec des concentrations plasmatiques. Donc, pour ça, j'ai fait 2 prélèvements chez mes animaux. Un premier, 24 heures après la première administration de substance active, et une autre, 24 heures après ma dernière administration, c'est-à-dire après 6 semaines d'exposition en chronique. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand on compare aigu et chronique, j'ai une accumulation de substances actives pour le tramadol et la paroxétine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était les 2 molécules pour lesquelles j'avais des altérations cognitives. Donc, pour conclure modestement, parce que ça reste une étude chez l'animal, mais ces résultats invitent à la prudence quant à la prescription de médicaments psychoactifs de façon prolongée, mais également chez le sujet à risque, donc comme la personne âgée, comme les patients atteints de maladies neurodégénératives. Il faut privilégier l'optimisation thérapeutique, prescrire des médicaments appropriés à ces populations et limiter la charge anticholinergique. Et enfin, on peut suggérer aussi éventuellement un suivi thérapeutique pour être à une concentration efficace qui n'entraîne pas d'effets indésirables.
Bonjour à tous, je m'appelle donc Julie Gonneau, je suis chercheuse au sein de l'unité neuroprésage à Cicéron. Et moi, je m'intéresse aux facteurs de risque et notamment aux différences hommes-femmes dans l'effet de ces facteurs de risque sur les marqueurs de la maladie d'Alzheimer et du vieillissement. Donc, je vais revenir sur des choses qu'on a vues ce matin. Pourquoi je m'intéresse aux différences hommes-femmes? On sait que les hommes et les femmes n'ont pas la même vulnérabilité à la maladie. On sait qu'au cours de leur vie, en général, les femmes ont un risque plus élevé de développer la maladie, possiblement en lien avec le fait qu'elles ont une espérance de vie supérieure, mais pas que. Et on sait en parallèle, ça c'est ce qu'on a vu ce matin, le schéma vous l'avez vu déjà à plusieurs reprises, qu'il y a un ensemble de facteurs modifiables qui seraient associés à ce risque de maladie d'Alzheimer. Et parmi ceux-ci, on a des facteurs liés au style de vie, au risque cardiovasculaire et des facteurs psychoaffectifs qu'on sait être différents chez les hommes et chez les femmes. Et donc ça pose la question de justement peut-être des différences de risque des hommes et des femmes qui seraient liées possiblement à des différences de prévalence de ces facteurs. Et c'est quelque chose auquel on commence à s'intéresser actuellement dans la littérature. Donc ça, c'est des choses qui viennent d'être publiées où justement on s'intéresse peut-être à la prévalence des différents facteurs de risque et on se rend compte que il y a une prévalence qui pourrait être prévenue de manière différente chez les hommes et chez les femmes parce qu'ils ne sont pas la même prévalence, ça fait beaucoup de prévalence selon le sexe biologique. Donc il y a possiblement des différences de risque entre hommes et femmes, mais il y a aussi une autre possibilité, il y a possiblement un effet différent de ces facteurs de risque chez les hommes et chez les femmes. Donc là, c'est plutôt une différence de prévalence, mais une différence dans les mécanismes d'action de ces facteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà regardé dans notre équipe, où on s'était intéressé spécifiquement à l'effet de l'activité physique, et on avait regardé comment c'était lié à l'intégrité cérébrale. Et ce qu'on avait montré, c'était des bénéfices qui étaient différents chez les hommes et chez les femmes, avec des bénéfices plutôt sur la perfusion chez les femmes, et plutôt sur la charge amyloïde, donc qui est associée à la maladie d'Alzheimer, chez les hommes. Ça, c'était indépendamment du type d'activité physique, de la quantité d'activité physique qui rapportait ou du type d'activité physique. Donc, ce n'est pas tant le type d'activité, mais c'était vraiment plutôt un effet différent de l'activité physique en tant que telle. Et donc ça nous amène à nous interroger sur la possibilité de profil de risque qui serait différent chez les hommes et chez les femmes. Et c'est quelque chose qu'on a regardé en particulier avec Edelweiss Touron, qui était postdoctorante sous ma direction. Donc, c'est une étude qui n'est pas encore publiée, où on a regardé les personnes de la cohorte Edgewell, dont on a déjà parlé ce matin. Donc, il y avait 135 personnes âgées, on avait à peu près 60% de femmes. Et chez ces personnes, on avait regardé un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaires liés au style de vie, des facteurs psychoaffectifs. Et on a regardé les marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas encore de troubles cognitifs, mais on a regardé leur cognition, le volume de l'hippocampe, la perfusion cérébrale, les dépôts amyloïdes et le phosphoto dans le plasma, ce qui nous permettait d'avoir des mesures, des marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Pas rentrer dans les détails de la méthode, on a fait une analyse des moindres carrés partiels. Globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu prendre en compte tous ces facteurs de risque ensemble et voir dans quelle mesure ils étaient associés à l'ensemble des marqueurs prédictifs, enfin les marqueurs associés à la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on a pu avoir à la fin, c'est ces espèces de, comment j'avais appelé les profils de risque, de quelle mesure les différents facteurs de risque se combinent pour être associés aux marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Et quand on a fait ça, ce qu'on a trouvé, c'est des profils différents chez les hommes et chez les femmes. Alors d'abord, chez les femmes, on avait un seul profil, où ce qu'on a pu montrer ici, donc là, ça veut dire que une combinaison entre davantage de ces éléments et moins de ces éléments sont associés à ces marqueurs-là. Donc, si j'appuie pas sur le bon, ça va pas marcher. Ici, chez les femmes, ce qu'on avait, c'était davantage d'anxiété et d'inquiétude, une moindre qualité de vie perçue et un moindre engagement dans des activités mentales stimulantes au cours de la vie, qui étaient associés à une moindre cognition et davantage de taux dans le plasma. Chez les hommes, on a eu deux profils qui sont apparus. Le premier, on retrouve un peu les mêmes éléments. On a cette combinaison de davantage d'anxiété, davantage d'inquiétude, une moindre qualité de vie perçue, associée ici à une moindre pression artérielle, une moindre adhésion au régime méditerranéen, dont on a aussi parlé, qui était associée au volume de l'hippocampe, donc ici davantage, et une moindre perfusion cérébrale. Et un deuxième profil émergeait également chez les hommes, où on avait ici une moindre qualité de vie perçue, combinée à un moindre engagement dans des activités mentales, qui était associé à une moins bonne cognition, davantage de dépôts amyloïdes et davantage de phosphoto dans le sang. Donc là, cette étude, ce qu'elle nous a montré, c'est qu'on a quand même des similitudes sur les facteurs qui sont impliqués et qui se combinent dans nos différents profils. Malgré tout, on voit quand même des différences entre les hommes et les femmes. Et donc ça suggère des profils de risque qui vont être différents selon le sexe. Pourquoi c'est important? Alors,
On a une cohorte qui n'est pas très, très, très grande. Il faudrait faire ça avec des populations beaucoup plus larges. Mais ça suggère effectivement qu'on a des différences hommes-femmes et ça a des implications pour les stratégies de prévention. Ça nous indique qu'effectivement, quand on va parler de prévention, quand on va agir sur ces facteurs de risque, il faudrait personnaliser en fonction du sexe. Et je vous remercie pour votre attention. Et je remercie mes collègues et le Gérontopole de m'avoir donné la possibilité de parler aujourd'hui.